Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que mes cours puissent aider le plus grand nombre possible des étudiants. Le cours d'aujourd'hui est la mécanique ventilatoire. Donc, c'est quoi le plan du cours? Il y a un rappel anatomique et il y a la définition et les principes de mécanique ventilatoire, les muscles respiratoires, la phase inspiratoire et expiratoire, les propriétés statiques et dynamiques et dernièrement, on va aborder une pathologie qui concerne le système respiratoire. Dans le système respiratoire ou l'appareil respiratoire, il y a des zones de conduction qui sont la cavité nasale et le pharynx, le larynx, la trachée, les deux branches principales et les bronchioles, et qui sont responsables de l'acheminement de l'air, la filtration de l'air, l'humidification de l'air et le réchauffement de l'air. Il y a également des zones respiratoires présentées par les bronchioles terminales, les très petites bronchioles et les alvéoles où se passent les échanges gazeux d'O2 et de CO2. Il y a une structure qui est le plèvre qui s'interpose entre le thorax et les poumons, qui présente un feuillet viscéral interne et un feuillet pariétal externe et qui vont limiter entre eux la cavité pleurale. Maintenant, c'est quoi la mécanique ventilatoire? La mécanique ventilatoire, c'est l'étude des forces qui facilitent ou qui s'opposent à l'écoulement de l'air dans deux phases, la phase d'inspiration et la phase d'expiration. Quels sont les principes physiques qu'on va aborder dans la mécanique ventilatoire? Il y a la loi de Boyle-Mariotte qui dit que la pression fois le volume va donner toujours une valeur constante. Ça veut dire si la pression va augmenter, le volume va diminuer et le contraire. Dans deux zones, s'il y aura une différence de pression, il y aura un écoulement d'air. Par exemple, ici, la pression dans la zone A est plus grande que la pression dans la zone B. Donc, il y aura un écoulement d'air à partir de la zone à haute pression vers la zone à basse pression. Mais s'il n'y aura pas une différence de pression entre ces deux zones, il n'y aura pas un écoulement d'air et donc il n'y a pas un débit. Maintenant, on va parler des caractéristiques du thorax et des poumons. Le thorax a la tendance de subir une distension comme un ballon, tandis que les poumons ont la tendance de subir une rétraction comme un ressort. Et bien sûr, la distension et la rétraction sont des forces opposées. Quelles sont les caractéristiques des muscles respiratoires? Puisque ces muscles se contractent de façon continue, ils ont toujours besoin de l'énergie, c'est pour cela ils présentent une capacité oxydative importante. Ils vont utiliser de l'O2 pour dégrader des substances énergétiques pour la production d'énergie et bien sûr pour assurer ça, ils ont besoin d'un apport continu des substances énergétiques et de l'O2 à travers un écoulement de sang très élevé, un débit très élevé, qui requiert une richesse capillaire. Quels sont les muscles inspiratoires? Pardon. Donc, il y a les muscles intercostaux externes et la partie parasternale des muscles intercostaux internes. Ces muscles vont soulever la côte inférieure et le sternum, et il y a le muscle diaphragme qui est le plus principal. Il y a des muscles accessoires, les scalènes, le sternocleidomastoïdien et le grand pectoral. Pour les muscles expiratoires,
il y a les muscles intercostaux internes, la partie externe des muscles intercostaux internes. Il y a les muscles abdominaux, grand oblique, petit oblique, le grand droit et le muscle transverse. Voilà les muscles transverses. Ok. La phase inspiratoire. Ça va commencer par la contraction des muscles inspiratoires, le diaphragme et les muscles intercostaux externes, les muscles intercostaux parasternaux. Attendez. Ce qui va augmenter le volume de la cage thoracique et donc le volume pulmonaire, ce qui va diminuer donc la pression intra-alvéolaire. Et donc, puisqu'il y a une différence de pression entre les alvéoles et l'atmosphère, il y aura l'écoulement de l'air des zones de haute pression, l'atmosphère, vers les zones à basse pression, les poumons. Et l'inspiration se passe. Attendez, je vais bien montrer ça dans l'animation. Donc, voilà, l'augmentation du volume de la cage thoracique. Oh mon Dieu. Donc, l'augmentation du volume de la cage thoracique. Inspiration. C'est sur le plan frontal et sur le plan sagittal. Voilà. Quelles sont les forces motrices et les forces résistantes de la phase inspiratoire? Donc, il y a, pour les forces motrices, il y a la contraction des muscles inspiratoires qui servent à augmenter le volume de la cage thoracique. Et pour les forces résistantes, il y a bien sûr l'élasticité des poumons. On a déjà mentionné que les poumons tendent à se rétracter et bien sûr la rétraction des poumons veut dire la rétraction du thorax qui s'oppose à ce que l'inspiration nécessite. Et il y a deuxièmement la résistance dans les voies aériennes puisqu'il y a un débit et un écoulement d'air. Il y a bien sûr des résistances que l'air doit vaincre dans les voies aériennes. Et dernièrement, il y a l'inertie du système respiratoire au repos. Mais à quoi sert l'inertie? L'inertie est le principe physique que nous avons tous étudié au lycée et qui dit qu'absence de toute influence ou de force extérieure, il n'y aura pas un changement de rythme de ce corps. S'il est statique, immobile, il va rester comme ça. Et s'il est mobile, avec une vitesse constante, il va rester également comme ça. De toute façon, on va appliquer ce principe sur le système respiratoire. Le système respiratoire en repos veut dire à la fin d'expiration présente un état d'inertie. Puisque les deux forces motrices et résistantes sont égales. Ça veut dire la somme des influences et des forces extérieures égale à 0. Donc le système respiratoire tend à rester comme ça, avec ce rythme immobile. Et ça s'oppose à la respiration qu'on peut la définir comme étant des changements rythmiques. Donc c'est ça. Pour la phase expiratoire, ici, il y aura le relâchement des muscles inspiratoires et ça va diminuer donc le volume de la cage thoracique, diminuer le volume alvéolaire et augmenter la pression intrapulmonaire jusqu'à ce qu'elle sera supérieure par rapport à la pression atmosphérique. Il y aura dernièrement un écoulement de l'air hors des poumons. Maintenant, on va expliquer que veut dire un phénomène passif et une expiration forcée. Donc l'inspiration et non pas l'expiration, l'inspiration soit spontanée ou forcée nécessite la contraction musculaire et les muscles nécessitent de l'énergie pour se contracter. C'est pour cela l'inspiration est considérée comme étant un phénomène actif qui nécessite de l'énergie. Par contre, l'expiration spontanée ne nécessite aucune contraction musculaire et aucune énergie. Elle nécessite que le relâchement des muscles inspiratoires. Donc c'est un phénomène passif
qui n'a pas besoin d'énergie. Mais l'expiration forcée nécessite également l'intervention des muscles expiratoires, la contraction des muscles expiratoires qui nécessite elle-même de l'énergie. Donc l'expiration forcée est un phénomène actif. Tout simplement, le phénomène actif est un phénomène qui nécessite de l'énergie et le phénomène passif est un phénomène qui ne nécessite pas de l'énergie. Quelles sont les forces motrices et les forces résistantes de la phase expiratoire? Et pour les forces motrices, il y a bien sûr le retour élastique des poumons qui servent à rétracter et ça va aider l'expiration bien sûr. Et il y a des forces résistantes également, comme la résistance dans les voies aériennes. La même logique, puisqu'il y a un écoulement d'air, il y aura des résistances à vaincre dans les voies aériennes. Mais n'oublie pas que la résistance durant l'expiration est plus importante qu'à inspiration. Et dernièrement, l'inertie du système respiratoire au repos qui tend à ne pas changer son rythme. On va étudier la relation entre les forces motrices et les forces résistantes. Donc pour les forces motrices, c'est présenté par la pression totale exercée par les muscles inspiratoires. Ça va aider l'inspiration, donc c'est une force motrice, tout simplement. Pour les forces résistantes, il y a la pression qui est résultante de l'élastance pulmonaire qui est égale à l'élastance totale fois le volume. Et il y a également la pression résultante des forces résistantes qui est égale à la résistance totale fois, pardon, ici c'est la vitesse du débit, non pas le débit. Donc il y a également l'inertie. À partir de ça, on va synthétiser les propriétés, les différentes propriétés du système respiratoire. Et on a déjà étudié ça, la pression qui est exercée par les muscles inspiratoires. Et pour l'inertie, c'est pas un principe qui est relatif et particulier au système respiratoire, c'est un principe qu'on trouve partout. Donc on ne peut synthétiser aucune propriété du système à partir de ça. En ce qui concerne cette partie, la pression de l'élastance, c'est une pression qui est existante même s'il n'y a pas une respiration, même dans l'état statique des poumons. Donc à partir de ça, on peut synthétiser les propriétés statiques pulmonaires qui sont indépendantes de la respiration. Et en ce qui concerne la pression résultante des forces résistantes, ça va nous aider à étudier les propriétés dynamiques qui sont totalement dépendantes de la respiration, dépendantes de l'existence d'un écoulement d'air pour pouvoir les étudier. On va commencer par les propriétés statiques, donc avec cette partie. Et pour pouvoir étudier les propriétés statiques, on va négliger l'inertie et on va supposer qu'il n'y a pas un écoulement d'air dans les voies aériennes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un débit, il n'y a pas une résistance à vaincre. Ça veut dire C2 égale à 0 et ça reste que ça. On va commencer. Donc la condition statique pour pouvoir étudier les propriétés statiques est la pression égale à l'élastance fois le volume. On va parler des volumes pulmonaires. On distingue les volumes mobilisables qui rentrent et sortent des poumons et qui sont mesurés par la spirométrie. Et il y a des volumes non mobilisables qui ne sortent jamais des poumons et qui sont mesurés par la plethysmographie. Donc il y a le volume courant, c'est le volume qui entre et sort des poumons durant un cycle respiratoire spontané. Il y a le volume de réserve inspiratoire, c'est le volume qui entre de plus dans les poumons. Et ça veut dire le volume qui entre au-delà du volume courant et ça va être durant l'inspiration forcée. Le même principe pour le volume de réserve expiratoire, c'est le volume qui sort de plus
du volume courant et ça va être durant l'expiration forcée. L'ensemble du volume de réserve inspiratoire et de volume courant et de volume de réserve expiratoire va former la capacité vitale. C'est la totalité ou bien le maximum du volume qui peut être mobilisé par les poumons, qui peut être, comment dire ça, qui peut entrer et sortir des poumons, c'est ça. Donc, après une expiration forcée, il y a un volume qui reste dans les poumons. Ça veut dire c'est un volume qui ne sort jamais des poumons et c'est le volume résiduel. L'ensemble de la capacité vitale et de volume résiduel va former la capacité totale. Ça veut dire tout le volume qui peut être contenu dans les poumons. Je vais mentionner également une autre notion qui est la capacité résiduelle fonctionnelle et qui est la somme du volume de réserve expiratoire et du volume résiduel. Maintenant, on va étudier les propriétés élastiques thoraco-pulmonaires et pour cela, il y a deux lois. La première dit que la pression qu'une structure va subir égale à l'élastance fois le volume et la deuxième loi dit que la compliance égale à 1 sur l'élastance. Ça veut dire la compliance est l'inverse de l'élastance. Donc, on va appliquer ces lois sur les deux structures. Pour le thorax, il est une structure compliante. Ça veut dire que la compliance du thorax est plus importante que l'élasticité du thorax. La pression que le thorax va subir est égale à l'élastance du thorax fois le volume du thorax. Ici, vous allez me dire que le thorax est une structure compliante, donc on va parler normalement de la compliance et non pas de l'élastance. Mais où se trouve la compliance, se trouve l'élastance. Mais avec des taux inversés. Ça veut dire lorsque la compliance d'une structure est importante, l'élastance de cette structure sera petite et l'inverse. Ok, donc ça veut dire ici que l'élastance du thorax sera petite puisque la compliance est importante et la pression que va le thorax subir pour modifier son volume sera également petite. On peut synthétiser à partir de ça que la structure compliante comme le thorax n'a pas besoin d'une pression aussi importante pour modifier ou changer le volume. En ce qui concerne les poumons, ce sont des structures élastiques avec une élasticité importante. Donc la pression sera également importante. La pression que les poumons vont subir pour modifier le volume sera importante. Ils sont en quelque sorte rigides pour modifier leur volume. Donc on a synthétisé à partir d'ici deux caractéristiques qui concernent le thorax et les poumons. Le thorax c'est plus facile de modifier le volume du thorax comme étant une structure compliante que pour les poumons. C'est plus difficile pour modifier leur volume. Maintenant, on va parler des propriétés élastiques des poumons. On va d'abord parler de la notion de la pression transmurale. La pression transmurale égale à la pression intérieure moins la pression extérieure. Donc, lorsque la pression intérieure est plus importante par rapport à la pression extérieure, la pression transmurale sera importante. Dans une structure élastique, lorsque la pression est élevée, cette structure tend à diminuer cette pression, soit par l'écoulement de l'air hors cette structure, ou bien par l'augmentation de volume. Je vais vous rappeler que pour pouvoir étudier les propriétés statiques, on a supposé qu'il n'y a pas une respiration et donc il n'y a pas un écoulement d'air. Donc, durant l'expiration, puisqu'il y a bien sûr une respiration et un écoulement d'air, il y aura l'écoulement d'air hors des alvéoles qui va diminuer la pression. Mais comme dans ce cas-là, dans l'état statique des poumons, il n'y a pas une possibilité d'écoulement d'air. Donc il y aura une augmentation du volume afin de diminuer la pression alvéolaire. Et c'est ça. J'ai juste voulu montrer la différence entre
ce cas-là et ce cas-là durant la respiration et lorsqu'il n'y a pas une respiration, comme dans le cas d'étude des propriétés statiques, parce qu'on a supposé que les poumons sont dans l'état statique, ok? Donc la pression transmurale dans la structure élastique, bien sûr, et dans l'état statique, elle va causer l'augmentation du volume. Donc, lorsque la pression transmurale est importante, elle va causer l'augmentation du volume. Mais cette augmentation du volume sera accompagnée par la diminution de cette pression qui a causé en fait cette augmentation. Ok, donc, elle va causer l'augmentation du volume, mais l'augmentation du volume sera accompagnée par la diminution de la pression. Donc, lorsque la pression transmurale est supérieure à la pression élastique des poumons, il y aura augmentation du volume. Et lorsque la pression transmurale, la pression de distension en fait, est inférieure par rapport à la pression élastique des poumons, il y aura une diminution du volume. Lorsque la pression transmurale égale à la pression élastique veut dire la pression de distension égale à la pression de rétraction, il y aura un équilibre. Ça veut dire qu'il n'y aura ni rétraction et ni distension. Pour des pressions transmurales basses, il y aura un collapsus. On va donner un exemple sur ça à la fin. Et pour des pressions transmurales hautes, il y aura une rupture. Et pour l'élasticité des poumons, elle est due à quoi? 1. Elle est due sur le plan histologique à des fibres d'élastine et du collagène. Et deuxièmement, sur le plan physiochimique ou physico-chimique, j'ai oublié. De toute façon, elle est due à des forces de tension superficielles, ok? À des forces de tension superficielles. On va étudier ces forces de tension superficielle. La tension superficielle est résultante de l'interface air liquide. Lorsqu'il y a un contact entre le liquide et l'air, cette surface de contact tend à être la plus réduite possible. Ok? Et on va appliquer ce principe sur les alvéoles. Au sein des alvéoles ou bien à l'intérieur des alvéoles, les alvéoles sont tapissées en fait par un film aqueux qui est en contact avec l'air. Donc il y a cette interface air liquide qui produit la tension superficielle. Donc ce film exerce une tension superficielle qui sert à rétracter l'alvéole. Donc cette tension superficielle, afin de diminuer le contact entre ce film aqueux et le gaz intra-alvéolaire, va causer la rétraction de l'alvéole. Et c'est en fait d'où vient la rétraction ou bien la pression de rétraction pulmonaire et l'élasticité pulmonaire. La loi de Laplace dit que l'équilibre est atteint lorsque P égale à 2T sur R. P ici c'est la pression de distension et 2T sur R, T c'est la tension superficielle, R c'est le rayon. Et cet ensemble présente la pression de rétraction. C'est déjà mentionné dans les diapositives précédentes. Donc l'équilibre bien sûr est atteint lorsque la pression de distension est égale à la pression de rétraction. Et c'est ça. Maintenant on va parler du surfactant. Le surfactant est la tension superficielle. Au sein des alvéoles, si on va ajouter un agent tension actif, ça va diminuer la tension superficielle, ça va diminuer donc la pression de rétraction et ça va favoriser la distension des alvéoles, n'est-ce pas? Donc, l'agent tension actif naturel des alvéoles est appelé le surfactant. Le surfactant est sécrété en fait par les pneumocytes de type 2 à partir des acides gras. Voilà un alvéole. Il y a des pneumocytes de type 1, il y a des macrophages
et il y a des pneumocytes de type 2 et il y a des capillaires sanguins qui entourent ces alvéoles, bien sûr. Donc, le surfactant est sécrété par les pneumocytes de type 2 à partir des acides gras. Et il y a enfin la phagocytose de ce surfactant, soit par les macrophages ou bien par les pneumocytes de type 2 pour assurer la reproduction du surfactant. La sécrétion de surfactants chez l'embryon va être en fin de grossesse. Donc, il y a des cas lorsque la naissance est prématurée, ça veut dire lorsque le bébé vient tôt, avant le 9e mois. On peut dire qu'il n'avait pas suffisamment du temps pour la production de surfactants puisque cette production de surfactants se passe en fin de grossesse. Donc, il y a un risque que ce bébé qui vient d'une naissance prématurée présente un collapsus alvéolaire. Quelles sont les autres fonctions du surfactant? Donc, le surfactant stabilise les alvéoles de taille différente. Par exemple, voici un alvéole petit dont le rayon égale à 1 et un alvéole grand dont le rayon égale à 2. Ça veut dire RB est 2 fois rayon A. On va compter la pression de chacun des deux alvéoles. Donc, PA égale à 2T divisé par RA, PB égale à 2T divisé par RB, donc égale à 2T divisé par 2RA, et égale à enfin la moitié de la pression de l'alvéole A. Donc, PA égale à 2 PB. Et bien sûr, PA est supérieur par rapport à la pression alvéolaire B. Donc, il y aura un écoulement d'air à partir de A jusqu'à B, ce qui va causer le collapsus de l'alvéole A et la distension de l'alvéole B. Et puisqu'il y a un alvéole qui est collapé, l'autre est distendu, la ventilation ne sera jamais appropriée. Donc, bien sûr, on va assurer, comment je vais dire ça, donc, on veut prévenir ça. Mais comment ça se passe? Donc, pour la prévention de ça, on veut que la pression A égale à la pression B. Donc, on a besoin que la pression A sera réduite en moitié, n'est-ce pas? C'est pour cela le surfactant abaisse 2 fois de plus la tension superficielle dans l'alvéole A que dans l'alvéole B, pour que la pression A égale à la pression B et pour qu'il n'y aura pas un écoulement d'air puisqu'il n'y a pas une différence de pression entre ces deux alvéoles. Et la ventilation va être appropriée. Et avant de parler des propriétés dynamiques, je vais dire donc en absence de surfactant, que se passe-t-il? Il y aura le collapsus de quelques alvéoles et la distension d'autres, donc une mauvaise ventilation, et il y aura également l'augmentation de l'élasticité puisque le surfactant va diminuer la tension superficielle, donc il va diminuer la rétraction et il va favoriser la distension. Donc l'élasticité pulmonaire va augmenter tandis que la compliance pulmonaire va diminuer, donc les poumons deviennent rigides et requièrent un effort musculaire plus important. Maintenant, on va parler des propriétés dynamiques. Et quel est le type d'écoulement d'air dans les voies aériennes? Bon, il y a 3 types. Il y a un écoulement laminaire en périphérie dans les bronchioles terminales, les très très petites bronchioles. Et il y a un écoulement turbulent qui est dans la trachée. Et il y a un écoulement transitionnel. C'est comme un cocktail entre celui-là et celui-là. Donc, ça sera dans les branches principales et les bronchioles. Et c'est ça. De toute façon, la majorité est de l'arbre bronchique, ok? On va parler de la loi de Poiseuille.
qui dit que la différence de pression entre deux extrémités, entre P1 et P2, égale à la résistance fois la vitesse d'écoulement. En fait, c'est pas un volume, c'est la vitesse d'écoulement. Ok, donc la loi de Poiseuille dit que la différence de pression entre les deux extrémités égale à la résistance fois la vitesse d'écoulement. Et la résistance égale à 8 fois la viscosité fois la longueur du conduit divisé par pi fois le rayon à la fois de 4. On va parler d'une pathologie qui est le pneumothorax. Dans le cas normal, la pression pleurale est inférieure par rapport à la pression pulmonaire. Ça veut dire que la pression à l'extérieur des poumons est inférieure par rapport à la pression intérieure des poumons. Donc il y a cette différence de pression entre la pression intérieure et extérieure des poumons qui est la pression transmurale de distension et qui s'oppose à la pression de rétraction. Dans le cas du pneumothorax, lorsqu'il y a une fracture des côtes par exemple et ces côtes fracturées vont toucher le plèvre, une perforation du plèvre qui entre en contact avec l'atmosphère et les poumons sont déjà en contact avec l'atmosphère. Il y aura donc une équivalence de pression entre les poumons et le plèvre. Il n'y a pas une différence de pression entre la pression interne et la pression externe des poumons. Disparition de la pression transmurale de distension et il reste que la pression de rétraction. Les poumons vont donc rétracter jusqu'à ce qu'ils seront très petits. Et c'est ça le pneumothorax. C'était le cours de la mécanique ventilatoire. J'espère que ça va vous aider, même si un petit peu. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de faire un petit like et subscribe. Et bon courage à vous tous de la part d'Aniosi.